Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies alternatives. Et oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de la voiture électrique, celle que vous branchez sur une prise. Il y a aussi pas mal d'acteurs dans le monde automobile, les équipementiers, des inventeurs qui se penchent sur des énergies alternatives, que ce soit l'hydrogène, le photovoltaïque, les carburants bio, voilà, plein de choses. On va en parler avec mes invités. Marc Delcourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Global Bioénergie. Pour faire simple, vous faites du carburant avec de la betterave. C'est ça, donc on fait de l'essence renouvelable. Donc le biocarburant de référence, c'est l'éthanol. Et nous, on fait, l'éthanol, c'est un bon carburant, mais on peut en mettre 10% dans l'essence, pas plus, dans les moteurs normaux. C'est-à-dire pour en mettre plus, il faut des moteurs flex fuel. Et nous, on fait de l'essence renouvelable qui va dans tous les moteurs de toutes les voitures. À votre côté, les responsables des activités automobiles au cabinet Deloitte. Bonjour Guillaume Crunel. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes Joseph Beretta, le président de l'AVER France, les activités électriques, oui. Hein, c'est ça la mobilité. La mobilité électrique au sens large. Tout à fait. Et vous constatez chaque année un petit 0,1% de plus sur le parc automobile. On constate une croissance plus forte de 20%. Mais effectivement, sur le parc automobile, aujourd'hui, ça représente 1,3%. Mais bon, ça monte. Ça monte régulièrement. Petit à petit. Et ça ne s'arrête pas. Et Daniel Linco, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Et vous, votre truc, c'est le soleil. Oui, c'est le photovoltaïque. Je travaille dans le domaine du photovoltaïque depuis 1978. Ah. Donc ça fait quelques années, j'ai vu en recherche, donc j'ai vu le développement à la fois du point de vue recherche, du point de vue des performances et surtout aujourd'hui, depuis le 21e siècle, l'explosion en fait du domaine des énergies renouvelables en général et du solaire en particulier. Mais alors justement, on va peut-être commencer par vous et le solaire, parce que, pardonnez-moi, et c'est aucunement, no offense comme on dit en anglais, mais l'énergie solaire, ça a toujours été un peu présenté comme un gadget, quoi, notamment dans l'automobile. On voyait pas loin d'après 1978, j'ai le souvenir de ces voitures extrêmement longues comme ça, où on était couché dedans avec des roues de vélo et on disait regardez, cette voiture marche au soleil. Oui, mais regardez la voiture de Cugnot et la marmite qui faisait la voiture à vapeur. Qui aurait pensé qu'aujourd'hui, cette marmite se soit transformée aux magnifiques voitures qu'on a avec les moteurs thermiques aujourd'hui? Vous avez raison. Donc en fait, je pense qu'il faut Cugnot, vraiment... C'était 18e siècle. C'était le début... C'était dans le 18e siècle. Dans le 19e siècle. C'est au 19e siècle. Début du 19e siècle. Moi, je pensais même que c'était 1700 et quelques. 1780 parce que c'est lié à la vapeur. De toute façon, c'est lié à la vapeur. Donc tout ça pour dire que finalement, c'est pas parce que l'invention démarre au début par des choses dont on peut rire, qu'on peut mettre de côté. Et la particularité d'une invention, c'est qu'en quelques années, les choses changent. Souvenez-vous des écrans plats, par exemple. Les écrans plats, il y a une époque, on disait nos futurs, c'est trop cher, jamais, regardez le prix, regardez aujourd'hui. Donc en fait, dans la dynamique dans laquelle tous les secteurs d'activité de l'humanité se trouvent, on doit regarder les choses avec le maximum d'objectivité et de regarder quels sont les fondamentaux. Et les fondamentaux du soleil, c'est ce qui nous arrive tous les jours sur Terre par le soleil, qui correspond à pratiquement 6000 fois la consommation mondiale. Et ça nous arrive, regardez un été. Pourquoi l'été est beau? Il est beau parce qu'il y a du soleil. Et qu'est-ce que c'est que le soleil? C'est de l'énergie. Mais alors justement, cette énergie, il y a des problèmes de stockage, il y a des problèmes de l'adaptation, d'arriver à la faire transmettre. Et c'est un peu, d'ailleurs, c'est un peu une question commune pour vous, Joseph Beretta. On dit souvent que si on met toutes les voitures électriques, il n'y aura pas assez d'électricité pour tout le monde. Et là, c'est pareil pour l'énergie solaire. C'est-à-dire qu'il faut couvrir la Terre entière de panneaux photovoltaïques. Je suis très heureux que vous abordiez cette question parce qu'elle est très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on reçoit, par exemple, la consommation électrique française, c'est-à-dire autour de 500 TWh, hein, et ça correspond à ce que nous donne le soleil sur un carré de 20-25 km de côté. Et donc en fait, avec des rendements de photovoltaïque aujourd'hui, arrivent à des rendements courants de 15 à 20%. C'est-à-dire qu'en fait, en plein soleil, vous avez 1000 watts qui arrivent par mètre carré, en normalisé, vous pouvez sortir 200 watts. Multiplié par le nombre de mètres carrés, etc., c'est une énergie considérable qui peut faire tourner la planète. Alors, et ça, après... Moi qui n'ai pas fait Polytechnique, concrètement, une voiture en plein cagnard, on dit toujours, ah, je vais me brûler les fesses, il fait chaud, c'est terrible, faut mettre la clim.
au contraire, ça va pouvoir la faire avancer. Ben en fait oui, parce que si vous prenez une surface de quelques mètres carrés, d'ailleurs on commence à voir, et je ne suis pas le mieux placé pour en parler ici, on commence à voir des accompagnements solaires sur les voitures. Alors c'est encore des voitures de grand luxe, etc., mais ça commence. Et demain, vous verrez des voitures qui déploieront même des panneaux solaires. Il faut savoir qu'une voiture, ça consomme 10 kWh pour 100 km environ, aujourd'hui. Et 10 kWh, qu'est-ce que c'est? Un panneau aujourd'hui, un module, fait 250 watts. Donc vous voyez qu'on n'est pas loin, en travaillant sur un mode équilibré, c'est-à-dire en fait d'associer la voiture à des panneaux, à des charges fixes, etc. Et je pense que là, on peut largement électrifier le réseau ferré, etc., par du photovoltaïque et de l'électricité renouvelable, photovoltaïque, éolien, et dans quelques années, ça se fera sur la voiture. Regardez Impulse, Solar Impulse. Qui l'eût cru? Bertrand Piccard. Qui l'eût cru? Je veux dire, c'est une magnifique démonstration, et avec un courage humain, parce qu'il fallait y aller. On manque de courage? On manque de courage, c'est ça le problème aujourd'hui? C'est ça? Qu'est-ce que vous en pensez, Joseph Berret? C'est pas qu'on manque de courage, après il faut revenir à la réalité industrielle. Voilà. Parce qu'effectivement, Piccard, son tour du monde, c'est fabuleux, mais c'est une personne... C'est un cas isolé. C'est un cas isolé. Après, il va falloir attendre d'industrialiser tout ça, d'avancer dans ce sens-là, de façon à ce que cette technologie puisse se démocratiser et s'améliorer. Et pour revenir au solaire et à la voiture électrique, sincèrement, oui, aujourd'hui, il y a des voitures électriques qui font de l'accompagnement avec des toits photovoltaïques pour pouvoir alimenter finalement les auxiliaires du véhicule, refroidir un peu le véhicule quand il est en plein cagnat, mais on ne peut pas encore assurer toute la propulsion du véhicule avec ces panneaux solaires, parce que finalement il y a effectivement l'énergie que le panneau produit, mais aussi la puissance qu'il va délivrer. Il ne faut pas oublier cette puissance. Donc aujourd'hui, il faut de la batterie. Et finalement, le solaire permettra d'utiliser un peu moins la batterie, mais ça reste pour l'instant assez marginal par rapport à la propulsion du véhicule. Juste un point, je pense que là il ne faut pas confondre, et vous avez très raison d'aborder ça. Il y a deux choses. Il y a le solaire qui produit par le photovoltaïque de l'électricité pendant que la voiture roule, et le solaire ou l'éolien qui servent à préparer de l'électricité qui va être à toutes les recharges, comme pour l'hydrogène. Donc on est dans une situation où le must, ça serait que ça vienne directement, mais avec quelques mètres carrés, on ne peut pas faire toute la puissance du monde, etc. Par contre, si les bornes de recharge sont alimentées par des panneaux solaires, par de l'éolien, par de la biomasse, etc., en électricité, on a une situation où la voiture roule au solaire. Ça, c'est votre rêve, c'est de produire de l'électricité verte. Parce qu'aujourd'hui, quand une Zoé roule à Paris, on dit souvent elle est alimentée par la centrale de Mantes-la-Jolie, qui elle-même est alimentée en fuel. Donc évidemment, in fine, on roule au fuel. Ça va même plus loin, c'est même à la limite la voiture. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de la Zoé, puisqu'elle a été citée plusieurs fois. La Zoé ou la i3, toutes ces voitures-là. Ou la Ioniq. Arrive à des autonomies de 300 km et les trajets quotidiens c'est du 50 km, donc on a une capacité d'énergie stockée qui est inutilisée tous les jours. Donc si on l'a raccordée au réseau et qu'on l'a renvoyée au réseau pour compenser finalement les énergies renouvelables, puisqu'elles sont pas permanentes, elles sont intermittentes, donc le réseau, il y a toujours besoin d'énergie. Quand il n'y a pas de production, eh bien, il faut quand même produire, il n'y a pas de production de solaire, il faut quand même produire de l'énergie, donc la batterie, on pourra piocher dedans, et donc il y a une complémentarité et des challenges à relever dans les années qui viennent pour justement faire cette complémentarité entre les énergies renouvelables, qu'elles soient solaires, éoliennes, batteries et hydrogène. Tout à fait. Et la betterave. Et la betterave. C'est vrai que notre solution, elle est très différente. Et nous, le monde qu'on voit, c'est un monde qui s'inscrit dans la continuité. C'est-à-dire que le passage à l'électrique, c'est quand même un grand saut. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher de payer ses voitures, de payer ses infrastructures de recharge. Et tout ça pour des voitures qui, aujourd'hui, ne sont pas polyvalentes. Donc nous, aujourd'hui, peut-être que ça viendra. Aujourd'hui, monsieur parlait de la première voiture. C'est ça. On peut rêver. On parle souvent des premiers téléphones portables qui faisaient la taille d'une machine à laver. Et donc on peut rêver. Et c'est le boulot de tous les inventeurs et de tous les créateurs. Et vous, c'est l'instant. Vous vous dites, moi, ma voiture, faut qu'elle marche autrement et qu'elle pollue moins, ou en tout cas qu'elle soit plus écologique. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit, c'est que en faisant de l'essence renouvelable, donc de l'essence, de la vraie essence à partir de betterave, on répond à deux problématiques. On répond à la question du CO2. Donc les biocarburants, parce qu'ils recyclent le CO2 de l'air, les plantes captent le CO2 de l'air, c'est la photosynthèse. Donc si on fait le bilan,
on se retrouve avec beaucoup moins de CO2 produit dans l'atmosphère. Donc dans notre cas, c'est 69% de moins selon la première étude qu'on a faite. Et puis la deuxième question, c'est la question des particules. Les voitures à essence, ça produit beaucoup de particules parce que l'essence fossile, dedans, utilise des composés qui sont qu'on peut qualifier de sales. Et cette essence renouvelable que nous on fait produit de l'essence de haute performance qui produit beaucoup moins de particules. Et donc on répond en fait aux deux questions, la pollution globale, le CO2, et la pollution locale, les particules, avec une solution différente. Donc nous aujourd'hui c'est une technologie, ça a commencé il y a 10 ans notre aventure, à partir d'un projet papier. Aujourd'hui on a un procédé qui fonctionne déjà très bien. Qui est validé en pilote industriel, donc à l'échelle de la tonne, et on a un projet de première usine de 50 000 tonnes par an. Mais 50 000 tonnes par an, c'est ce que consomment 50 000 voitures, c'est-à-dire qu'on va faire rouler à partir de dans 3 ans, quand cette usine sera construite, 50 000 voitures par an sur leur consommation annuelle. Si on rapproche ça de la voiture électrique, moi je dis qu'on est à un autre canal et qu'on est comparable dans nos bénéfices. Mais il y a une chose que j'ai pas très bien comprise. Vous vous placez en concurrence de l'électrique, du solaire, de l'hydrogène, etc. ou en complément? Parce qu'on a l'impression que vous avez un discours un peu l'électrique, c'est sympa, mais en même temps, on peut faire que 50 km. Non, pas du tout. Donc nous, on est l'ami de l'électrique. Nous, on veut un monde meilleur qui pollue moins. C'est peut-être en réponse au discours dominant de cette dernière année qui consistait à dire l'électrique va tout prendre. C'était le discours officiel de la France, quand même. Il ne faut pas l'oublier. 2040, plus de carburant. J'ai l'impression que le discours a un peu changé quand même, ces derniers mois surtout. Exactement. Il y a eu un plan hydrogène de Nicolas Hulot, qui va peut-être être suivi par François de Rugy et ses successeurs, on verra bien. Et donc moi je dis, il y a plusieurs solutions. Le monde qu'on écrit sera un monde qui sera composé de plusieurs solutions au service d'un meilleur environnement global et local. Guillaume Crunel, le cabinet Deloitte, observe tout cela vraiment scrupuleusement. Le photovoltaïque, l'électrique pure, l'hydrogène, les biocarburants. Je pense que ce qu'on peut dire, ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est qu'on est en train de passer d'une phase relativement, je dirais, simple de transformation, de consommation d'énergie fossile avec, je dirais, une rentabilité énergétique relativement faible, à quelque chose de plus compliqué avec, ce qu'on vient d'entendre, beaucoup de solutions différentes, dont une des certitudes qui est la nôtre, c'est qu'aucune d'entre elles ne s'imposera autant que l'a été les énergies fossiles précédemment. On rentre dans un futur qui est beaucoup plus compliqué, qui est fait de solutions assez différentes. Tout à l'heure, j'entendais dire, à forte raison, que le véhicule électrique n'avait pas la polyvalence nécessaire. Ça veut dire aussi que probablement demain sera fait de véhicules différents, de modes de propulsion différents et donc d'énergie qui les alimenteront très différentes. Ce qui nous intéresse, nous, puisqu'on n'est pas, je dirais, promoteur de telle ou telle typologie d'énergie, c'est de comprendre comment ça s'introduit dans une stratégie industrielle, puisque il y a le monde de l'inventeur, et puis qui est fascinant, sans lequel on peut rien faire, et puis il y a le monde de l'industriel, qui transforme ça en réalité et qui change votre quotidien. L'inventeur vit dans l'instant, dans la passion, dans la projection. L'industriel, il vit dans l'investissement, dans la planification et dans le retour sur investissement. Et c'est ça la complexité d'aujourd'hui. Une usine, ça prend 50 ans quand on veut la construire, et quand on veut construire un modèle, c'est entre 4, 5, 6, 7 ans. Donc on est sur des cycles qui sont très très complexes à gérer, à un moment où on se pose des questions fondamentales qui sont tout simplement qu'est-ce que je mets dans la voiture. Est-ce que ça veut dire que là on est en train de parler dans le vide? C'est-à-dire que non, mais ce que je veux, pas vous, mais tous là, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Puisque on est à peu près sûr que dans 30 ans, on parlera plus de ça, puisque les usines seront construites avec une bonne volonté politique et des industriels. Joseph Beretta. Pourquoi dans 30 ans on ne parlera plus de ça? Non, on aura avancé. On sera dedans. On aura avancé. On ne dira plus, il y a la problématique de construire des usines. Ça veut dire qu'en gros, on casse tout ce qu'on a fait jusqu'à présent au XXe siècle et maintenant on va faire des nouvelles usines. C'est vrai que... On ne casse pas, je pense qu'on est dans une phase de mutation. Mais la mutation... Mais la mutation, elle va transformer les usines qui fabriquaient des moteurs thermiques, fabriqueront des moteurs électriques, assembleront des batteries, et celles qui font des véhicules feront toujours des véhicules. Donc on a une mutation. Et cette mutation... Vous vous rendez compte de la simplicité avec laquelle vous dites
dites ça. Vous dites, les usines à moteur thermique fabriqueront des batteries. Ça se fait pas comme ça. Enfin, allez à Flins ou à Sochaux dire ça aux salariés de Peugeot et de Renault, ils vont vous rironner. Cette mutation, il faut la préparer. Et effectivement, il y a tout des préalables à faire pour faire en sorte, et c'est pour ça que c'est pas une révolution, c'est pas d'un coup de baguette magique que je vais transformer les ventes de voitures aujourd'hui qui sont majoritairement encore finalement avec des énergies fossiles en énergie alternative. Ça va se faire dans le temps. Et par contre, il faut effectivement, comme tout industriel, il va falloir planifier. Et ils sont en train de le faire. C'est lancé. Je crois que la démarche est lancée. Tous les constructeurs sortent des nouveaux modèles. Ça veut dire que aussi parce que les politiques publiques leur mettent le pistolet sur la tempe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une petite chose qui s'appelle le WLTP en ce moment, le règlement CO2, le règlement CO2, qui leur. Donc ils sont partis. Ils n'ont pas le choix. Oui, je voudrais faire une chose, c'est que les voitures, même si c'est une technologie classique, les technologies pour rester compétitifs, même dans le thermique, ça change tout le temps. Regardez les modèles qui sortent aujourd'hui par rapport à ceux il y a 5 ans. Les normes changent, etc. Et donc ces usines sont en mutation permanente sur une base qu'on essaye de garder concrète. Je voudrais vous dire que sur le plan de l'innovation, la voiture électrique n'est pas venue de grandes politiques forcément publiques. La dernière période qui a le plus influencé et bousculé les choses, c'est Elon Musk. Tesla. Ouais. Il a pris des batteries de téléphone. Il ne s'est pas posé la question si ça plaît, etc. Et ça a complètement modifié la donne. Et finalement, l'industrie classique, quelque part, qui était plutôt en attente et qui avait des solutions, elle a été obligée de réagir parce qu'il y a eu un game changer, comme on dit, qui est Elon Musk, qui a accéléré le processus sur des bases qui n'étaient pas uniquement des bases de politique d'État. Ça veut dire quoi? Qu'on va avoir bientôt une stèle d'Elon Musk? Non, mais simplement, il faut. L'objectif, c'est pas se prosterner, mais c'est dire qu'il fait partie des gens qui ont changé les rythmes. C'est la bouteille de coca dont les dieux sont tombés sur la tête. Pour ceux qui ont vu, en fait, il y a souvent dans les grands processus, regardez les innovateurs d'un livre sur l'Internet, on vit dans une société aujourd'hui où les changements ne sont pas forcément venus du haut. Regardez Bill Gates, regardez un certain nombre, regardez les grands, on appelle Citroën, Renault, c'est des gens qui, à un moment donné, étaient des inventeurs qui ont changé la donne. Oui, mais Guillaume Crunel du cabinet de Deloitte va nous dire, bon, tout ça c'est bien, mais il y a une politique, ça coûte de l'argent, c'est compliqué. Où je vous rejoins, c'est que, enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a l'histoire et puis il y a les accélérateurs de l'histoire. Elon Musk est un accélérateur de l'histoire, comme tous ceux que vous avez cités. Maintenant, ce qui me semble tout à fait important, c'est que les transitions, puisque c'est ça qui est difficile, c'est pas d'être d'un état A ou d'être dans un état B qui est difficile, c'est de passer de l'un à l'autre. C'est ça qui fait mal, et c'est pas qu'une question d'industrie automobile. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une chance aujourd'hui pour cette industrie-là, c'est qu'elle sait à peu près ce qui va se passer. C'est pas, il n'y a pas de grand soir du véhicule électrique. On va pas se réveiller demain avec des véhicules électriques partout. Le parc automobile français, il fait à peu près 10 ans. Ça va pas se renouveler comme ça. Donc il y a du temps de latence, il y a du temps d'adaptation. Les technologies qui arrivent, on les connaît, on connaît le niveau de maturité, on connaît l'électrique, on voit l'hydrogène, on voit ce qui arrive après. Donc quelque part, les roadmaps, comme on aime les appeler chez les constructeurs, c'est pas des choses qu'ils découvrent du jour au lendemain. Ils ont cette chance-là par rapport à d'autres industries de ne pas être disruptés sur le fond. On est fortement incité à évoluer, à se transformer, c'est dur, mais on en connaît les étapes. Et ça, c'est une particularité. Il ne faut pas non plus sous-estimer cet écosystème-là. Il est tout à fait conscient, capable et en capacité de répondre. Un mot quand même sur l'hydrogène, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. C'est vrai que ça commence à frémir un peu, alors que ça a été pareil, un peu un gadget il y a encore 5 ou 6 ans quand on vous parlait d'hydrogène. Là, il y a des constructeurs qui se mettent à construire des voitures. On a des taxis parisiens maintenant qui fonctionnent avec cette énergie. Est-ce qu'on peut y croire à ça? Il y a eu un plan de Nicolas Hulot qui est assez, on va dire, assez maigre. Il n'est pas très optimiste là-dessus. Je vais pas vous faire un commentaire politique, c'est pas le sujet. Maintenant, l'hydrogène, la pile à combustible, c'est tout sauf quelque chose de neuf. On a été sur la Lune en alimentant les. Oui, mais quand ça marche, ça marche. Justement, ça marche. Ce que je veux dire, c'est que l'hydrogène, la problématique de l'hydrogène, de notre point de vue aujourd'hui, c'est que vous avez un exemple qui fonctionne, en tout cas qui est très avancé, qui est le Japon, qui cherche des solutions alternatives au nucléaire. Et ils sont dans une logique non pas de voiture à hydrogène, ils sont dans une logique de ce qu'ils appellent
une société de l'hydrogène. Donc d'utiliser cette source de stockage, puisque c'est ça, je dirais le côté formidable de l'hydrogène, c'est la capacité à stocker, et donc de voir quels peuvent en être tous les usages, la mobilité en faisant partie. Ouais. Et donc, ce faisant, si on veut nous transposer ce modèle, il faut avoir une vision qui soit, je dirais, au-delà de la mobilité. Puisque définir une mobilité électrique batterie, c'est jamais, et je veux pas être trop réducteur sur les problématiques technologiques, mais je veux dire, les grids, elles existent, les réseaux électriques existent, donc on a déjà une société de l'électrique. Donc quelque part, c'est plus facile de... Il faudrait changer de mode de société. C'est qu'il faut avoir une vision hydrogène pour le pays. Et voilà, c'est simple que ça. Je voulais revenir sur votre avant-dernier commentaire qui disait que, en gros, il y avait le temps d'adaptation et que tout ça était assez balisé. Moi, dans Global Bioénergie, ça fait 10 ans qu'on existe. Moi, j'ai vu déjà plusieurs bouleversements. C'est-à-dire que quand on a commencé, c'était le picole, il fallait se dépêcher de trouver des solutions. Puis finalement, il y avait du pétrole partout, donc c'était plus la peine. Puis alors, c'est la peine puisque le pétrole remonte. Première chose. J'ai vu le basculement complet du discours diesel. Donc avant, c'était le diesel par-dessus tout, et maintenant, c'est plus du tout de diesel, absolument plus. Donc moi, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est un monde qui est extrêmement volatile, qui est à la fois très lourd et très volatile, qu'aujourd'hui on a plusieurs solutions qui sont sur la table. Il y a l'électrique, il y a le gaz naturel compressé, il y a l'hydrogène, il y a les biocarburants. Il faut utiliser tout ça. Et on sait dire qu'on a la chance d'utiliser tout ça. Moi, c'est pas tout à fait ce que je dis. Je pense qu'effectivement, toutes ces solutions, elles ont des avantages et des inconvénients. Ouais. Et on ne sait pas du tout quels seront les gagnants et les perdants. Là, on commence à voir. Et si ça se trouve, ce sera l'essence renouvelable. Le gagnant, c'est la betterave ou le soleil. Vous l'avez dit que quand on parle d'hydrogène, un point essentiel, c'est de dire que l'hydrogène, le point clé, c'est qu'il doit être d'origine renouvelable. Bien sûr. Parce que l'hydrogène aujourd'hui, et donc en fait, ça veut dire que l'électricité produite par des éoliennes, par du photovoltaïque, doit servir aussi à produire de l'hydrogène. Donc il y a des enjeux très importants et que c'est une chaîne. Mais justement, et sur les biocarburants, il y a la betterave, on en rit, mais c'est quand même une énergie verte du coup, et il y a aussi les biocarburants à partir de résidus. Et là, ça peut être de l'ancienne huile de friture, etc. Et là, pour le coup, vous êtes contre ? Non, mais déjà, la betterave, si on parle de la betterave, il y a la partie sucre alimentaire et il y a la partie mélasse. Donc dans la betterave, il y a une partie résiduelle qui est déjà utilisée pour faire des biocarburants, de l'éthanol par exemple, et nous, c'est cette partie résiduelle qu'on utilise en premier lieu. Donc déjà, il y a ce débat sur l'alimentaire, food versus fuel, comme disent nos amis américains. Est-ce qu'on va affamer la planète si on fait des biocarburants ? Bon, c'est une idée qui a quand même un peu fait faillite. Aujourd'hui, il y a tellement de sucre sur la planète que les prix ont été divisés par 2 en 1 an. Et donc les sucriers cherchent des nouveaux débouchés. On n'est pas du tout dans une situation de pénurie. Et donc moi, ce que je dis, c'est que la betterave, c'est une bête de course, c'est la bête de course de l'agriculture, et qu'on aurait bien tort de ne pas utiliser cette force française. La betterave, la France est le premier producteur européen pour fabriquer des biocarburants et faire rouler les voitures. Et vous m'en garderez un petit peu pour mon borscht quand même. Hein. Sinon, je ne vais pas pouvoir dîner. Merci beaucoup à vous tous, Joseph Beretta, Guillaume Crunel, Marc Delcourt et Daniel Linco, d'avoir été avec nous dans Mobility TV.